Bonjour à tous, je suis Anne de Boismenu, directrice de Coopération Santé, association qui rassemble les différents acteurs de notre système de santé, associations de patients, professionnels, industriels, experts, pour promouvoir une synergie et travailler ensemble. En 2021, nous avons créé les matinales de Coopération Santé qui ont pour objet d'analyser un sujet de santé en 15 minutes environ, avec une personnalité du secteur. En novembre, nous avons choisi d'interviewer un économiste pour faire un point sur le bilan après la crise Covid-19 avec une perspective de rationalité économique. Nous accueillons Jérôme Wittwer. Jérôme Wittwer, bonjour. Vous êtes économiste, professeur d'économie à l'Institut de la santé publique de l'Université de Bordeaux. Vous avez présidé le Collège des économistes de la santé jusqu'en 2020. Vous avez été membre de la commission d'évaluation économique et de santé publique de la HAS. La France dépense près de 200 milliards d'euros par an, assurance maladie complémentaire confondue, pour financer son système de santé. Et pourtant, on entend que l'hôpital va mal, on ferme des lits, et malgré le Ségur de la santé, il y a encore des efforts à faire pour que les rémunérations des soignants français entrent en comparaison avec celles observées en Allemagne, par exemple. Jérôme Wittwer, comment comprendre que notre système de santé soit autant en difficulté, hors crise, comme pendant la crise du Covid-19? C'est à vous. Très bien. Bien, je pense que c'est pour comprendre la situation actuelle du système de santé français, je pense qu'il est important de faire un petit retour en arrière, un petit retour historique assez bref, et repartir de la crise financière de 2008-2009, qui a plongé l'assurance maladie dans un déficit conséquent. Et à partir de ces années-là, les objectifs de tous les gouvernements, quels qu'ils soient, ça a été de ramener à l'équilibre les comptes de l'assurance maladie. Et ramener l'équilibre des comptes de l'assurance maladie dans une période de faible croissance, c'est-à-dire de faible augmentation des rentrées fiscales. Ceci étant contemporain à une accélération du vieillissement de la population, et donc à une accélération des besoins de la population en soins. Et donc ce retour à l'équilibre de l'assurance maladie, je rappelle qu'il a été tenu. Il n'a pas été tenu dans les temps, puisqu'au départ on a mis 5 ans, ça en a mis 10. Mais je rappelle qu'en 2019, les comptes de l'assurance maladie étaient quasiment, on va dire, quasiment à l'équilibre, donc avant la crise Covid. Donc ce pari a été tenu, mais il a fait des dégâts. Il a fait des dégâts parce qu'il a contraint fortement le système de soins dans une période d'augmentation des besoins, de progrès technologiques rapides. Et ces contraintes financières, elles ont pesé de manière très différente en fonction des secteurs du système de santé, et elles ont particulièrement été contraignantes pour l'hôpital. Et pourquoi elles ont été particulièrement contraignantes pour l'hôpital? Parce que l'État, on va dire ça comme ça, c'est plus simple, l'État contrôle très directement le budget de l'hôpital grâce à l'Ondam hospitalier, qui a été tenu, qui a été strict pendant 10 ans, et qui a été tenu, et qui s'est traduit par des prix stables, voire des prix à la baisse pour l'hôpital. Et donc l'hôpital a vu son volume d'activité augmenter et ses prix ne pas augmenter, voire baisser. Et donc ça a généré des tensions très fortes à l'hôpital. Alors bien sûr, ces mesures, on en parlera peut-être plus tard, ces mesures financières étaient accompagnées par des mesures de rationalisation, de gains de productivité à l'hôpital, qui ont pour certains été efficaces, pour d'autres non, mais malgré tout, les contraintes qui ont pesé sur l'hôpital ont été très fortes. Et c'est évidemment les professionnels de santé qui ont été au front et qui ont dû faire plus avec, pas beaucoup plus, voire avec moins. Et donc c'est ça qui a généré des fortes tensions, et ces fortes tensions précédaient la crise de la Covid-19. La crise de la Covid-19 est arrivée. Bon, là évidemment, l'État a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'ils ont laissé le déficit de l'assurance maladie filer, ils ont financé les soins, la prévention, les diagnostics, les tests, comme ils le devaient, et ça a été fait, je pense, de manière pertinente, et donc le déficit a complètement explosé. Et naturellement, cette crise sanitaire a révélé la crise de l'hôpital. Bon, en tous les cas, elle a rendu encore plus aiguë la crise de l'hôpital qui couvait depuis des années. Donc, le gouvernement, face à cette situation,
a dû évidemment revenir en arrière et laisser structurellement, j'ai envie de dire, hein, il y a la partie conjoncturelle de la crise Covid qui sont liées aux dépenses liées à la Covid, et puis l'augmentation des dépenses qui sont elles structurelles et qui sont liées au Ségur de la santé. Pardon. Et ces dépenses structurelles, c'est des augmentations de salaires, c'est des diminutions de dettes pour les hôpitaux, et donc ça a des effets structurels à moyen et long terme pour le système de santé. Donc j'ai envie de dire que, au final, tous les efforts qui ont été faits, mais qui ont sans doute été mal faits, ou qui ont été trop contraignants pour l'hôpital, eh bien il y a une forme de retour en arrière, hein, puisque tous les efforts qui ont été faits ont été annulés par le Ségur de la santé, et je pense que c'est une bonne chose. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose. Donc voilà un peu l'histoire, c'est-à-dire que, pour dire en 2 mots, l'effort qui a été demandé à l'hôpital était un effort trop important, qui n'a pas été suffisamment partagé par le système de santé, et qui surtout ne reposait pas suffisamment sur un rationnel en termes d'adéquation de l'offre aux besoins. Il y a quelques années, un dirigeant d'un laboratoire pharmaceutique anglais s'exprimait dans Les Échos en ces termes. Les prix ne peuvent pas monter au ciel régulièrement. Force est de constater cependant que ces prix ne cessent d'augmenter. Donc, comment faire pour cantonner le prix des médicaments dans une enveloppe soutenable? Grande question. Oui, c'est une grande question. J'ai dit tout à l'heure, hein, ces 10 dernières années, c'est non seulement une augmentation des besoins, conséquence du vieillissement de la population, l'accélération du vieillissement de la population, qui est très nette, hein, il faut la voir, hein, ces 10 dernières années, c'est une accélération rapide du vieillissement de la population, qui va continuer hein, dans les 10 années qui viennent, mais c'est aussi l'arrivée d'innovations majeures. Hein. Il y a eu des innovations majeures, notamment en termes de médicaments, ces 10 dernières années. Donc, d'où la complexité d'équations pour les différents gouvernements qui se sont succédés. Alors, si on regarde encore une fois les 10 dernières années, l'enveloppe médicaments, elle est tenue. Elle est quasiment stable, très très légèrement croissante. Elle a évidemment augmenté ces 2 dernières années, mais jusqu'en 2019, l'enveloppe est quasiment stable. Et pourtant, la plupart des médicaments, parfois avec un peu de retard, certes, la plupart des médicaments innovants, des stratégies innovantes, sont arrivés aux 10 patients. Et donc, à des prix, souvent des prix très élevés. Alors, comment cette équation a été réalisée d'une part, et est-ce qu'elle est pérennisable? Eh bien, elle a été réalisée de manière assez simple. Elle a été réalisée par, d'une part, des déremboursements, certains médicaments, d'autre part, le génériquage d'un certain nombre d'entre eux, qui s'est traduit par une baisse automatique des prix, mais également par une baisse plus rapide de ce qu'on appelle les médicaments princeps, c'est-à-dire les médicaments dont le brevet court encore. Et donc, pour financer l'arrivée de nouvelles stratégies, de nouveaux médicaments très coûteux, eh bien, les prix des médicaments innovants d'il y a 5 ans ont baissé plus vite. Et donc, il y a une forme ça se traduit par une forme de course à l'innovation et d'entrée sur le marché. Donc, voilà comment ça a été réalisé. Donc, on peut dire que ça a fonctionné. Hein. Ça a fonctionné grâce au déremboursement, grâce au génériquage essentiellement. Est-ce que cette stratégie est pérennisable? Est-ce qu'elle est durable? Toute la question est là. Hein. Toute la question est là. On peut se poser des questions au regard du prix des nouvelles molécules arrivant sur le marché. Et puis on peut se poser la question au regard de l'épuisement des stratégies de déremboursement. Et donc la difficulté qu'on va avoir à trouver du grain à moudre pour financer les innovations sans que l'enveloppe médicaments explose. Donc cette stratégie, elle est difficile, surtout que, comme j'ai dit, elle se traduit par des baisses des prix des princeps, et donc ça peut se traduire par des pénuries de médicaments. Hein, parce que si vous baissez trop le prix d'un médicament, ben vous désincitez les fabricants à en fabriquer suffisamment, et ça peut générer des pénuries. Donc les pénuries de médicaments qu'on constate et qu'on constatera sans doute encore, il ne faut pas les décorréler à cette stratégie de financement des innovations par baisse des prix des anciens princeps. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour continuer à financer les innovations arrivant sur le marché? Eh bien, il va falloir être sans doute dur sur la négociation prix avec les laboratoires pharmaceutiques, sans les désinciter évidemment à innover, à rechercher et à chercher. De mon point de vue, le niveau de négociation optimal devrait être l'Europe. Je pense que l'avenir, et il y a des mouvements dans ce sens, qu'il semble assez naturel que le prix des médicaments innovants se négocie au niveau de l'Europe, même si on sait que les systèmes de santé sont différents, que les modes de financement sont différents.
je pense malgré tout qu'il y a possibilité, pour les médicaments en tous les cas les plus innovants, les plus coûteux, de centraliser cette négociation. On en est encore loin, pour plein de raisons, des raisons institutionnelles en particulier, mais je pense que c'est une solution, puisqu'évidemment, plus l'acheteur est gros, plus il a un pouvoir de marché, et donc plus il a des capacités de négocier sur les prix, les volumes, et ainsi de suite. Donc je pense que l'avenir est quand même au niveau européen, en tous les cas, pour la négociation des prix et pour l'arrivée rapide des innovations Olivier-Passion. Et enfin, la dernière question. Où résident les efforts d'efficience de notre système de santé français? Alors, on va d'abord se mettre d'accord sur ce qu'on entend par efficience. Il y a deux façons de la définir, on va dire. Soit c'est augmenter la productivité du système de soins, c'est-à-dire faire aussi bien, voire mieux avec moins. Ça, c'est une première définition, en tout cas une première voie d'action, hein, pour améliorer la productivité. Et la deuxième voie d'action, qui est un peu différente, c'est prioriser sur les stratégies de santé, les secteurs de soins qui sont les plus efficaces en termes de production de santé, pour utiliser une expression d'économiste. Alors sur la partie productivité, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on peut concevoir une organisation des soins qui soit plus efficace, plus productive? Alors là, il y a plein de pistes qui ont été poursuivies ces dernières années avec plus ou moins de succès. Les pistes les plus fréquemment citées sont les pistes liées autour d'une meilleure coordination ville-hôpital. C'est un vieux thème, hein, un vieux thème. On cherche notamment, compliqué, oui, effectivement compliqué, pour éviter les réhospitalisations, pour éviter les hospitalisations évitables. On pense qu'il y a matière à améliorer la productivité. Pour ma part, je pense qu'il y a plus matière à améliorer la qualité des soins que la productivité, parce que les résultats dans la littérature ne sont pas tous convergents, hein, sur la capacité de cette meilleure coordination à réduire les dépenses de soins. Je doute, en revanche, en termes de meilleure prise en charge, sans doute. Ça, c'est la première piste, hein, la question de la coordination des soins. Une deuxième piste qui est évoquée de manière assez aiguë en ce moment, c'est la réforme du financement, et notamment la grande sécu dont on parle, c'est-à-dire réduire les coûts inutiles liés à la gestion de toute une série d'intervenants sur le marché de la complémentaire santé. Ça a des inconvénients, je ne vais pas les évoquer maintenant. Ça a les avantages indiscutables de baisser les coûts de gestion, hein, puisqu'on ne multiplie pas les coûts de gestion, on évite les coûts de publicité, ou en tout cas une partie des coûts de publicité. Donc il y a du grain, mais il y a des désavantages. C'est une piste, elle est beaucoup évoquée, mais elle revient tout le temps avant chaque élection. Hein, donc, avant chaque élection, on a ce type de discussion autour de la grande sécu, hein, c'est-à-dire le financement par les complémentaires des tickets modérateurs. Voilà, c'est cette idée-là. En termes de financement, il y a l'idée aussi de modifier une partie du financement de la médecine de premier recours, notamment pour les malades chroniques, par des forfaits. Alors il y a plein d'expérimentations depuis des années. On peut penser que ça pourra avoir une certaine efficacité, en tous les cas ça a été démontré dans d'autres pays, dans d'autres systèmes de soins, mais c'est une modification assez radicale du financement du système de santé. La médecine libérale n'est pas très favorable, ou pas du tout favorable. Bon, on dit que les jeunes générations de médecins libéraux sont plus sensibles à ce type de modification du financement. C'est des pistes, mais c'est des pistes compliquées pour plein de raisons, et avec des résultats qui ne sont pas garantis. Voilà, alors il y a aussi, mais j'ose à peine les évoquer, il y a aussi la piste de l'hôpital, hein, c'est-à-dire l'ambulatoire, la HAD, hein, c'est-à-dire réduire la durée des séjours et le nombre de séjours. Alors c'est très critiqué aujourd'hui parce que ça a des effets pervers, effectivement, en termes de qualité des soins. Mais c'est une piste qui a quand même été menée un peu plus loin dans d'autres pays, notamment les pays du nord de l'Europe, avec un certain succès. Mais c'est compliqué, dans la situation actuelle de l'hôpital, c'est des politiques qui sont difficiles à compliquer, mais je pense quand même que sur le moyen et long terme, c'est une piste qu'on ne peut pas abandonner. À la fois pour l'efficience et aussi pour la qualité de la prise en charge. Et puis, donc ça c'est la première solution, améliorer l'organisation, l'efficacité de l'organisation des soins. L'autre solution, c'est prioriser. Hein, c'est-à-dire, on ne va pas tout financer. Ça c'est très compliqué, et ça pourrait être lié avec la grande sécu, c'est-à-dire redéfinir le périmètre du panier de soins remboursé par la sécurité sociale, c'est-à-dire réduire ce qu'on juge le moins efficace. On sait qu'il y a du grain, hein, on le sait, ça c'est sûr. Après, on a des usagers du système de soins qui ne sont pas habitués
à ce type de restriction. Hein. Ça pourrait dire concrètement renforcer le parcours de soins, renforcer le pouvoir, je vais le dire comme ça, du médecin traitant. On sait que les usagers français du système de santé sont extrêmement réticents à ce type de modification, c'est-à-dire se rapprocher de système plus beveridgien à l'anglaise. C'est une voie, on sait que ça marche, mais en termes de, je ne dirais pas de qualité des soins, mais je dirais de qualité d'accueil, d'une certaine façon, du système de soins, d'agrément du système de soins, on sait que ça a des conséquences, et je ne suis pas tout à fait sûr que les usagers du système de soins en France soient disposés à ce type de restriction du panier de soins. Écoutez, nous vous remercions de nous avoir partagé vos réflexions sur cette dimension économique de la gestion du système de santé lors de la crise Covid-19. Et je vous donne rendez-vous en décembre pour la prochaine matinale de Coopération Santé.